Maison Saine, une émission proposée par Murprotec sur Radio Imo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre magazine Maison Saine pour ce mois de mai 2026. Pour toutes celles et ceux qui partent en vacances, on vous souhaite d'excellentes vacances. Surtout, prenez soin de vous et surtout, vivez tous dans une maison saine dans laquelle vous maîtrisez notamment les sujets d'humidité. Bien écoutez, c'est souvent justement ce mal invisible, une lumière d'ailleurs sur lequel on ne met pas assez de focus. L'humidité est un véritable fléau dans nos bâtiments, dans nos logements. Un sujet qui dépasse d'ailleurs largement la simple question du confort, car derrière l'humidité, bien sûr, il y a les enjeux structurels, économiques, mais également sanitaires. Fuite, infiltration, remontée capillaire, défaut de ventilation, bref, les formes d'humidité sont multiples et leurs conséquences aussi. D'ailleurs, on va les décrypter pour vous apporter toutes les solutions. D'ailleurs, toutes les solutions, vous les retrouvez également sur le site internet de Maison Saine, maison-saine.fr. Alors, comment mieux comprendre ces risques ? On va essayer d'interpeller les professionnels pour ce numéro et leur poser des questions, mais également nos experts. Comment le prévenir ? Y a-t-il des solutions curatives pour lutter contre l'humidité ? Et surtout, comment mieux le gérer dans une logique globale. Pour en parler dans un instant, je vais recevoir avec beaucoup de plaisir Steve Ordener, qui est patron, directeur de la division France et Suisse de Murprotec pour Murprotec Solutions Pro. C'est dans un instant. À tout de suite. Bonjour Steve. Bonjour Sylvain. Alors Steve Ordener, vous êtes directeur de la division France et Suisse de Murprotec Solutions Professionnelles. Alors Steve, on va mettre tout de suite les pieds dans le plat si vous voulez bien. On parle souvent de l'humidité comme d'un problème qui est ponctuel et en réalité, est-ce que ça serait plutôt un risque global et qui nécessiterait par exemple une approche à 360 degrés ? Écoutez, oui, sans aucun doute. Sans aucun doute, vous savez, chez Murprotec, depuis plus de 50 ans, on réalise des diagnostics dans le bâti, que ce soit chez les particuliers ou les professionnels. On en fait 30 000 par an et c'est vrai qu'on l'observe systématiquement. C'est plurifactoriel, d'accord ? Je dirais qu'on peut classer sous 3 catégories les origines liées à l'humidité. Donc, et on prend bien dans l'ensemble de la problématique. Il y a une problématique accidentelle, voilà, celle à laquelle on pense immédiatement, une fuite, d'accord ? Il y a une deuxième origine qui est structurelle. Celle-là, on la voit beaucoup moins. Et c'est bien là tout le problème. C'est de l'eau qui va se nicher dans les murs, qui va remonter par capillarité, par des problématiques physiques, mais qui ne se voient pas tout de suite. Et enfin, alors qu'on nous en parle pourtant beaucoup, mais elle existe, il faut aussi la prendre en compte. C'est ce que j'appelle, moi, l'origine d'usage. C'est lorsqu'on prend, qu'on prend pas des précautions suffisantes, trop de personnes dans un appartement. Ça peut être, voilà, un mauvais usage de l'appartement. Or, c'est vrai qu'on parle beaucoup de celui-ci. On a plutôt tendance à avoir facilement en tête l'accidentel avec une fuite et on pense pas toujours au fait que ça peut être structurel et qu'on peut aérer autant qu'on veut. S'il y a de l'humidité dans un mur, il faut faire quelque chose. Alors justement, moi quand je vois vos chiffres, effectivement, c'est assez impressionnant puisque vous réalisez chaque année 30 000 diagnostics. Oui. Donc vous avez vraiment une visualisation et une vision à l'échelle même du territoire. Steve, on visualise bien le risque d'une fuite d'eau et tout le monde sait qu'elle doit être réparée rapidement. D'ailleurs, 80% des litiges ou des contentieux sont liés à l'humidité et aux problématiques de fuite d'eau, justement pour éviter notamment, par exemple, des dégâts importants. J'en sais quelque chose, j'y suis passé. Est-ce que c'est pareil pour l'humidité qu'on appelle structurelle, Steve ? Alors, oui, l'humidité structurelle, faut bien avoir en tête, c'est une pathologie du bâtiment, mais qui est silencieuse, d'accord ? Pourtant, les chiffres, ils sont implacables. Il y a la SMA BTP qui, en 2019, a fait une étude sur 13 000 dossiers de sinistres. Eh bien, figurez-vous, Sylvain, que dans 75% des problèmes liés à la fondation, l'humidité était impliquée. D'accord ? Donc, c'est une pathologie grave, c'est une pathologie invisible. Et c'est pas une discussion de comptoir, c'est une réalité scientifique.
Le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, lui a même donné une définition en 2009, et il définit l'humidité comme étant de l'eau sous forme liquide ou sous forme vaporeuse qu'on trouve à l'intérieur d'une maison, d'un habitat, et qu'on peut trouver dans l'air ou qu'on peut trouver dans les matériaux, et qui représente un véritable risque à la fois pour le bâti et pour ses occupants. Alors, risque financier, risque patrimonial, ça peut avoir aussi des incidences sur les professionnels ou un risque de réputation également sur les professionnels de l'activité qui, s'ils n'apportent pas les solutions curatives, peuvent être exposés, même peut-être en responsabilité. Absolument, Sylvain. C'est justement chez Murprotec Solutions Pro, ça fait partie des missions qu'on s'assigne, c'est de savoir comment accompagner les professionnels de l'immobilier. D'accord ? Et c'est vrai que ce risque humidité, il est multifactoriel. Il est tout d'abord patrimonial. Voilà, parce que si on ne fait rien, ça peut, au dernier stade de la maladie, aller jusqu'à une nécessité d'évacuation des lieux. C'est un risque financier, parce que plus on va attendre, nous on a tendance à dire chez nous qu'il y a 3 à 4 facteurs de la maladie, plus on va attendre, plus les travaux curatifs vont être onéreux. D'accord ? C'est un risque sanitaire, ne l'oublions pas. C'est-à-dire que, à défaut de trouver une solution technique pour le mur, rien ne nous empêche déjà de prendre soin de ses occupants, parce que c'est un danger sanitaire. Hein. On l'a encore vu récemment dans la presse. Et puis, bien sûr, comme vous l'avez dit, c'est un risque juridique et réputationnel, parce qu'effectivement, faire la une des journaux pour défaut d'information, défaut de conseil, ou ne rien avoir fait pour prendre soin des bâtiments ou de ses occupants, ça fait c'est pas bon, quoi, appelons un chat un chat. Et alors nous, si vous voulez, la mission qu'on s'est fixée, c'est de travailler avec ces propriétaires, ces professionnels, pour les accompagner, pour les accompagner à pouvoir travailler mieux cette problématique qui est encore trop méconnue, Et voilà. Alors, juste pour vous donner un chiffre, moi vous savez que j'aime bien les chiffres, Sylvain. Il y a 330 000 dossiers de contentieux entre les professionnels et les locataires externes. C'est considérable. Voilà. L'humidité aujourd'hui, par la loi, est considérée comme un facteur d'insalubrité. D'accord ? Il y a 1500 dossiers par an qui sont traités pour les problématiques d'humidité, d'insalubrité, et dans 300 cas, donc quand même 1 sur 5, c'est un professionnel qui est condamné à l'arrivée. Donc notre ambition, c'est d'accompagner ces professionnels pour mieux anticiper les choses, notamment. Justement, ça tombe bien, parce que tout à l'heure, dans notre table ronde, on a prévu d'avoir un grand professionnel de la copropriété qui sera avec nous, c'est Gilles Frémont, président de la NGC, mais également lui-même patron d'un syndic de copropriété qui maîtrise parfaitement le sujet, justement, et que souvent, même des professionnels qui seraient exposés en termes de responsabilité, parfois, c'est peut-être pas leur négligence, mais simplement leur ignorance, malheureusement, du sujet. Et précisément, dans votre division, vous leur apportez des solutions et un savoir qui leur permettent d'anticiper. Dernière question, Steve. Qui dit gestion du risque, bien sûr, parce que c'est un risque. Pourtant, l'humidité structurelle n'est pas assurable en tant que telle. Pouvez-nous préciser ? Les assurances prennent généralement en charge ce qu'on appelle le risque accidentel et non structurel. Pour autant, alors effectivement, je confirme, il n'est pas assurable pour énormément de questions techniques de durée dans le temps, mais à défaut d'être assurable, il est gérable. En tout cas, nous, c'est ce qu'on pense. On pense que c'est un risque qui est gérable. Il est gérable de 3 manières. Déjà, c'est de pouvoir l'anticiper, travailler l'anticipation par des contrôles préventifs, des détections préventives, de la formation, de l'information. Ensuite, c'est un risque cette gestion, elle passe par de la compréhension et de l'action. Donc, diagnostiquer, mesurer, évaluer, et ensuite apporter la solution adéquate, parce que des solutions existent. Donc il n'est pas assurable en tant que tel, à ma connaissance, mais il est gérable. Alors, vous dites que votre approche, justement, avec vos clients, mais aussi dans la prévention de ces risques, repose sur 3 piliers principaux. Oui. Vous dites anticiper, comprendre, agir. Pouvez-nous préciser ? C'est ce que j'étais en train de vous dire, c'est que l'anticipation, ça passe par
un rôle de prévention que Murprotec Solutions Pro Donc ça, c'est ce que vous proposez à vos clients en anticipation. Voilà, prévenir plutôt que guérir. Absolument, d'accord. Voilà. Vous parliez des syndics de copropriété. Vous m'en parliez hors antenne en disant, vous me disiez, de toute façon, il y a toujours des mesures curatives. Oui. Et finalement, ça se répare assez bien quand on anticipe. Exactement. En fait, c'est comme une maladie. Si on arrive à détecter, si on a des symptômes, on n'attend pas que ça s'aggrave, on va tout de suite voir le médecin. Tout à fait. Voilà, et alors, comment prévenir si on entre dans cette partie-là de la gestion, c'est de former, c'est de commencer déjà par former les professionnels de l'immobilier et les architectes, puisque lorsqu'on parle avec eux, on s'aperçoit qu'ils ont moins d'une journée de formation sur ces problématiques d'humidité dans leur cursus. C'est d'informer les propriétaires, les locataires. C'est également d'être en capacité de faire du contrôle préventif, ce qui ne se fait pas forcément aujourd'hui. On pense à prévenir le risque incendie, on pense à faire de la prévention incendie, on ne pense pas forcément à faire de la prévention du risque humidité. Merci beaucoup, Steve. Vous restez avec nous pour participer donc à notre table ronde, les amis. Vous savez que chaque mois, on décrypte avec des personnes extrêmement fines et des experts dans leur domaine autour de ce sujet essentiel, humidité, gestion du risque à 360 degrés. On va rentrer dans le concret parce qu'on va vous donner aussi les solutions avec nos invités autour de la table et je vais vous les présenter dans un instant. À tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le numéro Maison Saine de mai 2026. Vous le savez, c'est votre magazine. On vous donne toutes les clés de compréhension pour comprendre les risques sanitaires qui sont liés en particulier, par exemple, à l'humidité. Mais pas que. Et donc, chaque mois, on décline avec des acteurs connus et reconnus de tous les mondes, que ce soit économique, technique, mais également sanitaire, pour vous donner les clés de compréhension. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos informations sur le site internet de Maison Saine. Même si vous n'avez pas l'adresse du site, tapez Maison Saine, vous arrivez directement sur le site maison-saine.fr. Vous nous retrouvez également tous les samedis entre 12h et 13h pour une chronique pratique animée par notre super Édouard David sur les conseils pour réparer, parce qu'il existe des traitements curatifs. Pour parler de ce sujet, humidité, une gestion du risque à 360 degrés et multipolaire. Financier, technique, juridique, mais également sanitaire. On va en parler avec les professionnels. Il est avec nous, il est resté avec nous, c'est Steve Ordener. Merci d'être avec nous, Steve. Vous êtes directeur de la division professionnelle pro pour Murprotec France et Suisse, et s'appelle Murprotec Solutions. Merci d'être avec nous, Solutions Pro. Merci d'être avec nous. Joséphine Duvignac également est avec nous. Bonjour Joséphine. Bonjour Sylvain. Je vous retrouve. Oui. Merci d'être avec nous. Alors Joséphine, vous êtes directrice commerciale chez Aquadetect, filiale de Murprotec sur l'humidité accidentelle, c'est-à-dire qu'en fait vous détectez les fuites. L'origine des fuites. L'origine des fuites. Et c'est pas une mince affaire parce que j'y suis passé. Et je peux vous dire que c'est une vraie technique. Merci d'être là avec nous. Un grand monsieur de la copropriété également est avec nous. Il anime d'ailleurs chez nous une émission régulière qui s'appelle les As de la Copro. Il a aussi également animé une chronique qui s'appelle 1000 millième. Il a fondé une association qui est l'Association nationale des gestionnaires de copropriété, qui comporte un peu plus de 4000 membres. Bref, c'est le grand monsieur de la copropriété qui est d'ailleurs à la tête d'un syndic de copropriété. C'est notre ami Gilles Frémont. Bonjour Gilles. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous. C'est un grand plaisir. Alors en plus, c'est des sujets, je sais, qui vous tiennent à cœur, parce que vous mettez un soin particulier à valoriser l'action des syndics, leur excellence professionnelle, et ce sujet, vous le maîtrisez. C'est très important pour nous que vous soyez là, parce que vous êtes finalement la voix de l'expert. Et d'ailleurs, quand vous avez un problème de fuite, vous appelez d'ailleurs Joséphine pour pouvoir le détecter. Merci. Il est en ligne avec nous. Il n'a pas pu être présent. Il est à distance dans sa voiture, mais je vous rassure, il ne roule pas. On est ravis d'accueillir le professeur Frédéric Deblay qui est avec nous. Bonjour Frédéric Deblay. Bonjour. Merci d'être avec nous, professeur. Vous êtes pneumologue allergologue au CHU de Strasbourg. Alors, le sujet est un sujet quand même majeur, professeur, parce que vous êtes, je le rappelle, pneumologue, allergologue au CHU de Strasbourg. Vous êtes un spécialiste reconnu des maladies respiratoires liées à l'environnement. Et d'ailleurs, professeur, c'est vous qui, dès le début des années 1990, vous avez contribué
a créé en France une approche totalement nouvelle, qu'on connaît mal d'ailleurs, et je suis ravi qu'on puisse en parler là dans nos émissions, qui s'appelle les conseillers médicaux en environnement intérieur, les fameux CMEI. D'ailleurs, fin mai, nous serons à Toulouse avec Bruno Tudal, qui accompagne également ce mouvement, qui est également CMEI. Ce sont des professionnels, professeurs, qui sont formés pour intervenir directement au domicile des patients, analyser l'air intérieur, identifier les polluants que sont les moisissures, les allergènes et bien sûr l'humidité et proposer des solutions concrètes pour améliorer la santé. Pourquoi l'avez-vous fait, professeur ? Alors en fait, il y a eu tout un cheminement, c'est-à-dire qu'il a fallu historiquement, dans les années 80, se sont développés des tests qui permettaient de mesurer la présence des allergènes dans la poussière ou dans l'air. Donc, grâce à ces méthodes, on pouvait savoir si, lorsqu'on proposait une méthode d'éviction, donc de réduction des allergènes, elle marchait ou pas. Donc, ça a été la première étape. La deuxième étape, c'est à Strasbourg, nous avons fait une étude où on a étudié un produit acaricide qui tuait, donc qui était censé enlever les acariens et donc améliorer les gens qui avaient un asthme allergique aux acariens. C'était plutôt des enfants. Et à l'époque, l'entreprise allemande qui développait ce produit nous avait dit, mais si on veut que ça marche, il faut faire quelque chose de global. Et si on veut faire quelque chose de global, il faut qu'il y ait un technicien qui se rende au domicile des patients. Et c'est comme ça qu'on avait engagé une jeune femme qui s'appelle Martinotte. Et à la fin de cette étude, cette jeune femme avait plus de travail. Et je me suis dit, finalement, ce qu'il faut, c'est qu'on développe l'éviction. C'est vraiment une voie d'avenir, particulièrement pour les enfants allergiques. Et il faut qu'on développe ce métier. Et donc, on a créé un métier, ex nihilo. Donc, je me souviens très bien, mon ancien patron me dit, mais attendez, on a le droit de créer un nouveau métier. Et voilà, c'est comme ça qu'en 91, on s'est lancé dans l'aventure. Et en 96, j'ai pu obtenir de l'hôpital de Strasbourg la création, on y a trouvé un espèce de poste parce que le poste n'existait pas en soi. Heureusement, vous savez qu'en Alsace, on a toujours des traditions germano ou franco-germaniques qui fait qu'il y avait une structure, enfin, il y avait un poste qui ressemblait un peu à ça. Et on a créé ce poste de CMEI à l'hôpital de Strasbourg. Puis voilà, puis après, on a fait une étude, vous m'arrêtez, hein, Oui, on a fait après une étude au niveau français, et puis ça a été repris au niveau international. Et c'est comme ça que le poste a été repris aussi au niveau aux États-Unis, ce type de travaux, de travail. Alors justement, professeur, on connaît bien les métiers du bâtiment dans notre média également, mais on a également découvert finalement assez récemment les impacts sur la santé dont on parlait peu il y a quelques années. Vous le savez, c'était pratiquement un mal silencieux. L'Agence nationale de sécurité sanitaire annonce, on sait que les liens directs ou les faits de causalité des pathologies bâtimentaires sur la santé des occupants a été établi. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, il y a un décès avec un titre d'une maman désespérée qui disait « Les moisissures ont tué mon fils », une personne qui est malheureusement décédée. Mais il y a le cas également de Marine Leblanc qui a été touchée par ces phénomènes-là, qui sont des jeunes qui étaient en bonne santé et qui ont dû se dégrader. Pourquoi aujourd'hui ce sujet est important et c'est un véritable enjeu de santé publique, car je précise que le nombre de morts annoncés directement ou indirectement liés aux causalités des pathologies des bâtiments est à peu près 4 à 5 fois supérieur aux décès sur la route. Ce qui est quand même absolument incroyable. Pourquoi, professeur, ce mal est finalement parfois sous les radars? Pourquoi on en parle si peu? Et que ça devient, même si aujourd'hui, effectivement, grâce aux médias, on en parle de plus en plus, ça devient un peu plus visible. C'est quoi votre analyse? C'est-à-dire que l'environnement intérieur, au départ, c'était plus difficile à appréhender. Déjà, il fallait des méthodes pour mesurer la pollution à l'intérieur des maisons. Donc, on a d'abord mesuré la pollution à l'extérieur des maisons. Donc ça, c'était là où, pareil, c'était dans les années 90, 80-90. Et on s'est beaucoup intéressé à la pollution extérieure. Il y a eu la loi sur l'air, la LOR, c'est 1996. Mais effectivement, alors, je suis désolé, mais je me méfie toujours des annonces et excusez-moi, des morts liées à je crois qu'il faut être toujours très prudent. Il est évident qu'il y a une morbidité, c'est-à-dire que vous avez l'environnement intérieur, c'est-à-dire votre habitat,
si vous êtes allergique, eh ben, peut effectivement vous aggraver votre maladie. Si vous êtes, par exemple, vous avez une chimiothérapie, si vous êtes immunodéprimé, vous êtes exposé aux moisissures, vous avez parlé de moisissures, effectivement, vous avez un risque. Vous avez les moisissures en elles-mêmes, même si vous n'êtes pas immunodéprimé, peuvent aussi vous causer des maladies respiratoires. Alors, il y a tous les accidents domestiques aussi. Alors, si on rajoute les accidents domestiques, bien sûr qu'on peut arriver à un nombre de décès important. Mais je crois que ce qu'il faut vraiment bien comprendre, que la maison, enfin, l'environnement intérieur peut effectivement être la cause d'un certain nombre de maladies, et surtout des maladies qu'on n'imaginait pas auparavant. Quand vous aviez des patients qui avaient de la chimiothérapie et qui arrivaient avec une maladie, une moisissure dans les poumons, ce qu'on appelle une aspergillose aiguë, on n'imaginait pas que c'était à la maison qu'ils avaient pu l'attraper. Et ça, maintenant, on commence à le savoir et à le découvrir. Qui sont justement, vous parliez des personnes, c'est qui les publics les plus à risque, professeur? Alors, les personnes les plus à risque, par ordre, disons, de quantité. Il faut juste quelques chiffres. En France, il y a 30% des Français qui sont allergiques. Donc, ça fait beaucoup de monde. Et donc, vous avez les enfants qui sont asthmatiques et qui sont allergiques, effectivement, sont les plus à risque. Ça, c'est la population la plus importante. À côté de ça, vous avez toutes les personnes qui ont des traitements qui entraînent une immunodépression. Donc, autrement dit, tous les patients qui ont un cancer, qui ont de la chimiothérapie, les patients qui ont des maladies auto-immunes, qui peuvent avoir aussi des traitements qui vont baisser leur immunité, des patients qui ont des mucoviscidoses. Voilà. Et puis, vous avez aussi les patients qui peuvent avoir, et là c'est là l'importance des moisissures, et je pense que c'est une des raisons, c'est un sujet dont on va parler ce matin. Les moisissures sont capables en elles-mêmes, parce que non seulement elles libèrent des allergènes, mais elles libèrent aussi des mycotoxines, elles libèrent des composés organiques volatiles qui vont entraîner des pathologies. Et puis vous allez avoir les allergies qui sont des sujets à risque, mais vous avez aussi toutes ces personnes qui vont être gênées par l'utilisation intempestive de produits à l'intérieur de leur maison, des produits chimiques, des désodorisants, le tabac, qui vont aussi aggraver leur symptomatologie. Et enfin, je finis, il y a aussi les personnes âgées. Maintenant, on a des données sur les personnes âgées qui restent beaucoup à l'intérieur de leur maison, qui sortent peu, et on a montré qu'effectivement, l'exposition particulièrement aux polluants chimiques, aggraver la symptomatologie respiratoire. Alors, c'est vrai que je suis pneumologue et allergologue, et je vous parle plutôt de pathologie respiratoire. Bien sûr. Mais voilà, professeur, est-ce que vous constatez une augmentation des pathologies liées à l'habitat, ou est-ce simplement le fait qu'on mette le focus aujourd'hui éclaire plus le sujet? Est-ce qu'on est sur une augmentation ou pas? Alors, oui, c'est-à-dire qu'on est face déjà à une augmentation des maladies allergiques. C'est-à-dire qu'il y a, en 1980, il y avait 4% des adolescents de 13-14 ans qui avaient de l'asthme. Maintenant, on est à peu près à 15%. Wow. Donc, déjà, alors, cette population à risque a augmenté. Maintenant, les gens effectivement les pathologies liées à l'environnement intérieur. Comme on ventile beaucoup moins dans nos maisons, il faut bien comprendre qu'il y a eu la crise du pétrole des années 70, puis après, il y a eu les réglementations de la ventilation dans les maisons, ce qui fait qu'on a toute une pathologie, et particulièrement la pathologie liée aux moisissures, qui a augmenté. Ça, c'est certain. D'accord, donc c'est un phénomène effectivement contemporain. Je vais vous demander, les amis, avant d'entrer dans la technique également, et encore une fois, merci d'être là, demander de réagir sur ce qu'a dit le professeur à titre personnel, parce que je vous le dis, professeur, j'hallucine complètement quand vous nous donnez ces éléments-là. On a eu la chance d'avoir aussi vos confrères et consoeurs qui sont venus sur le plateau, qui est directeur de recherche au CNRS, le professeur Flao également, et on a vraiment l'impression de découvrir. Et il y a quelque chose, si vous voulez, dans ce que vous dites, qui est presque sidérant dans la prise en compte de ces phénomènes-là. Steve Ordener, quand vous entendez le professeur Deblé nous donner ces éléments qui sont absolument imparables, d'abord, ça conforte vos solutions, ça c'est clair. Votre réaction? Déjà, je me reconnais parce que moi-même, j'ai des allergies. J'ai 2 garçons. J'en ai un qui est dans cette tranche d'âge dont parlait le professeur et qui, effectivement, a non pas un problème d'asthme, mais d'allergie.
je remercie ce professeur d'avoir, il y a une vingtaine, trentaine d'années, pris cette initiative, parce que avoir un conseil en environnement intérieur, c'est vrai qu'on pense rentrer chez soi, être un cocon. Et je compléterai simplement par un chiffre, c'est que aujourd'hui, je prends volontairement les chiffres les plus bas, d'accord, pour qu'ils ne puissent pas faire débat, qui nous viennent de l'INSEE, c'est qu'une habitation sur 5 est concernée par une problématique d'humidité. Donc forcément, quand on met les deux problématiques ensemble, on comprend qu'il y a quelque chose à faire et à le faire en amont avec de la prévention. Et cette approche de conseil en environnement intérieur, c'est fabuleux et c'est nécessaire. C'est intéressant d'ailleurs de recouper les chiffres parce qu'un cinquième des habitats effectivement sont concernés par l'humidité et 30% de la population est allergique. Donc il y a peut-être des corroborations qu'on peut faire, des corrélations directes. Joséphine Duvignac. Je suis à la fois surprise par l'augmentation énorme des chiffres, mais en même temps, c'est pas hyper surprenant parce qu'on a tellement isolé chez nous, on n'aère plus et on a multiplié les sources de produits chimiques dans l'habitat qu'en fait, on est surexposé à ce type de risque et forcément, la santé en pâtit. Mais c'est vrai que ce que disait le professeur Deblé, c'est que on assiste quand même à une augmentation. Est-ce que ça veut dire que on est sur plus de pollution ? Est-ce qu'il n'y a pas une concentration qui fait que, ou tout simplement qu'il y a peut-être une déficience ou simplement un caractère plus fragile parmi les occupants ? Quand vous allez faire les détections de fuite chez les personnes, est-ce que vous avez le sentiment, au-delà du fait que vous détectez la fuite et qu'il y a un côté très technique, qu'il y a prise en compte, une prise de conscience que ça peut avoir une incidence sur la santé? Oui, totalement. On s'en rend bien compte. On va chez des gens qui parfois sont malades depuis des années, qui vivent dans des habitats qui sont pas sains. Et du coup, notre travail, c'est aussi sur place de faire de la pédagogie, d'expliquer aux clients comment faire attention aux signaux faibles et à entretenir leur logement. Et nous, en trouvant l'origine de la fuite, déjà, la réparation permettra de stopper la cause, même si ensuite il peut y avoir d'autres problèmes structurels qui s'ajoutent et qui aggravent les problèmes. Gilles Frémont, est-ce que vous êtes surpris? Je voyais écouter avec beaucoup d'attention le professeur Deblé. Est-ce que ça corrobore les études que vous avez menées également, mais aussi l'approche que vous avez professionnelle, vous qui précisément organisez la vie commune dans les bâtiments collectifs? Moi, je ne suis pas surpris du tout. Ça fait 22 ans que je fais ce métier de syndic et clairement, j'ai constaté une augmentation des problèmes dans les appartements de condensation. J'en avais beaucoup moins avant. Alors, il faut bien distinguer infiltration et condensation. Recherche de fuite, c'est une infiltration par l'extérieur ou une fuite de plomberie, une remontée capillaire. Un problème de condensation, ça n'a rien à voir. C'est pas une fuite d'ailleurs. Et généralement, c'est un problème privatif. Alors, chez nous, en copropriété, on distingue toujours partie commune, partie privative. Est-ce que l'origine du mal vient des parties communes, une fuite du toit, une infiltration au travers de la façade, une fuite de plomberie? Et là, ça peut venir d'une colonne montante, partie commune, ou de chez le voisin, ou est-ce que c'est un problème de condensation? Et de plus en plus souvent, et ça c'est vrai, on nous appelle pour des problèmes de condensation. Alors le copropriétaire ou l'occupant, quand il nous appelle, puisque le syndic est le premier interlocuteur des occupants et des copropriétaires, c'est un peu le médecin généraliste de l'immeuble. Un immeuble, c'est comme un corps humain. Il vit, il souffre, il a des pathologies. On parle de pathologie, c'est pareil. On fait un diagnostic et il y a des remèdes. Quand j'appelle mon architecte de copropriété, je l'appelle docteur, faites-nous une préconisation et quelle est l'ordonnance, quel traitement vous allez nous proposer. Donc, on constate, c'est ce que je disais, de plus en plus souvent des problèmes de condensation. C'est lié à quoi? C'est un problème de ventilation essentiellement. Et depuis, alors je ne sais pas si c'est directement lié à que ça, mais c'est vrai que le remplacement des fenêtres sans aucune ventilation sur la fenêtre est un vrai problème. Les appartements, alors ça isole, on a plus chaud, c'est sûr, mais les appartements deviennent de véritables Tupperware.
Ouais. Cocotte minute, comme Voilà. Il y a Un effet Kawaii. on remplace la fenêtre simple vitrage par une fenêtre double vitrage sans aucune ventilation. Dans les immeubles anciens, les conduits de cheminée qui servaient aussi de ventilation naturelle, on les rase pour gagner 1 ou 2 mètres carrés. Les portes qui étaient un petit peu détalonnées et qui servaient aussi d'entrée d'air, de De sortie d'air, circulation de l'air. Oui. sont complètement fermées pour... Voilà, on veut être étanche à l'eau, à l'air, au froid, à tout, mais du coup, et puis effectivement, les usages font qu'on ouvre plus ses fenêtres, qu'il y a des appareils électroménagers, style lave-vaisselle, sèche-linge, et puis on est plusieurs dans un appartement, donc l'hygrométrie générale dans l'appartement augmente, et on se retrouve avec des champignons noirs sur les murs qui sont les plus froids, c'est ce qu'on appelle le choc thermique. L'humidité va vers les parois les plus froides. C'est pour ça que vous avez des gouttes d'eau sur les fenêtres Oui, bien sûr. l'hiver. Bien sûr. Bon, ce que vous avez sur la fenêtre, en gouttes d'eau, quand c'est sur un mur, ça se transforme en champignon. Voilà. D'accord. Donc, quand on nous appelle et qu'on nous dit j'ai une infiltration au travers de la façade, on dit du calme, parce qu'on commence à avoir l'habitude. Envoyez-moi d'abord une photo. Alors, c'est vrai que les photos, sur photo, on peut faire de bons diagnostics et on fait, on va dire, le syndic, un premier examen. Voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'on est médecin généraliste. Et bien souvent, ce qu'on constate sur ces photos, c'est des petites taches noires qui sont dans les coins, les coins les plus froids, soit sur la lèche de la fenêtre, soit dans les angles des murs, et toujours côté extérieur, c'est-à-dire les parois les plus froides. Clairement, c'est un problème de condensation. Alors, on a même une réponse type par mail. Ah oui. Oui, bien sûr, par mail. Ah oui, c'est tellement récurrent. Bonjour, monsieur le syndic, j'ai un problème, etc. Modèle type aéré. C'est tellement récurrent que on explique dans ce mail que ces taches sont symptomatiques d'un problème de condensation, que ce n'est pas une infiltration, que pour remédier à ce problème, il faut aérer, il faut créer une VMC, peut-être changer les fenêtres pour mettre une aération sur la fenêtre, mieux chauffer, voire isoler le mur. Et puis après, on avance comme ça. Mais ça, c'est vrai que, puisqu'on parle de tendance, vous me posez la question si on a constaté une tendance de fond. Clairement, on a constaté un vrai accroissement de ces problèmes de condensation. Depuis 20 ans que vous êtes dans le métier, vous observez une augmentation. De ces problèmes de condensation. Donc ça corrobore effectivement ce que disait le professeur. Je le voyais justement valider vos propos. Et merci d'ailleurs, parce que vous faites partie des rares syndics à bien maîtriser le sujet. J'entends le côté technique. Justement, Joséphine Duvignac, les dégâts des eaux, c'est 80% des problématiques d'assurance. 80% des problématiques d'assurance. Mais détecter l'origine exacte d'une humidité, ça reste complexe. Alors, je le sais, et pour cause, puisque j'ai lutté haut et fort pour un problème de fuite que je n'arrivais pas à détecter, malgré l'intervention de plusieurs spécialistes. Il a fallu que j'en passe par vous pour résoudre le problème, et merci d'ailleurs devant tout le monde. Donc, je peux dire que je suis le public témoin de cela. Vous confirmez cette tendance? C'est incroyable, le volume. C'est le fléau. Fléau de l'habitat. Et puis, nous, on va intervenir dans ces cas-là parce qu'en fait, un dégât des eaux, il va être visible, mais l'origine, elle ne l'est pas. Du coup, on se retrouve avec de l'humidité accidentelle qui peut être liée à une minuscule fuite sur le réseau encastré, une canalisation fissurée, un joint défaillant ou une infiltration ponctuelle. Ça arrive tout le temps, ça. Ouais, tout le temps. Fou. Tout le monde a été confronté à une fuite au moins une fois dans sa vie, je pense. Oui. Et ça peut durer sur des années. Donc, c'est là qu'à Aquadetec, nous, on va chercher à trouver l'origine précise. Une fuite, ça peut durer sur des années? Ah bah oui. Quand on répare au mauvais endroit, qu'on casse pour rien et que en fait, le client croit à chaque fois qu'il a trouvé l'origine, ou on lui a vendu une réparation sur la terrasse, la couverture. Ouais, par exemple. Ouais. Voilà, ou l'appartement du dessus, le voisin s'est dit « Ah bon, c'est mes joints de douche, je vais réparer mes joints. » Et en fait, non, c'était la canalisation encastrée qui était fuyarde. Nous, on va déployer une caméra endoscopique, on va trouver là où la canalisation est fissurée et on va pouvoir prouver que non, c'était pas les joints. Mais le problème, c'est que le client va avoir tous les symptômes qui sont toujours les mêmes, des taches, des cloques, de la moisissure, des odeurs. Mais derrière, il faut quand même déployer des techniques pour trouver l'origine précise. Justement, l'innovation est importante. Moi, je vois l'arsenal d'innovation que vous utilisez. On a l'impression que c'est de la spéléologie. C'est incroyable. Alors justement, on nous pose la question, est-ce que c'est intrusif? Est-ce que vous êtes obligé de casser pour détecter? Est-ce que vous pouvez nous expliquer très basiquement,
effectivement, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, et encore une fois, je répète que vous pouvez avoir accès en replay à cette émission également sur le site de Maison Scène. Comment on fait Alors, nous, chez Aquadetect, on a une méthodologie très rigoureuse. On va commencer par analyser les symptômes et faire une inspection visuelle. Ensuite, on va faire un relevé de l'humidité avec un humidimètre, un hygromètre et une caméra thermique. Et ensuite, on va déployer les technologies adaptées au cas qui se présentent. Si on a une fuite sur une alimentation, on va la trouver et la valider via un test de pression. Ensuite, on va envoyer du gaz traceur on va trouver la sortie du gaz à l'aide d'une sonde qui bip. Okay. Donc, on va vraiment préciser sur un parquet où est la fuite. D'accord, ok. Ou même dans le sol, en extérieur, sur les sites commerciaux, sans rien casser. On va juste injecter du gaz qui est inoffensif totalement, mais par contre, il se déplace, c'est très léger, et l'hydrogène remonte à la surface. Donc c'est ça qu'on capte à la sortie à l'aide d'une sonde. Pour tout ce qui va être évacuation pluviale, eau usée, eau vanne, on a des caméras endoscopiques, donc on voit précisément... La fameuse canalisation qu'on ne voit pas, vous savez, celle qui est encastrée, qui est fissurée. Oui. Ça, vous le voyez, ça? Oui, entre deux appartements, on va vraiment... Et en plus, on va pouvoir localiser la tête de la caméra pour dire, c'est là qu'il faut ouvrir. Et le taux de résolution, il est fiable? Oui, totalement. Nous, on a eu que sur 200 recherches, on a eu 2 fois où on a vraiment eu du mal et on a dû revenir chez le client pour préciser, parce qu'en fait, le client n'était pas... Donc on peut dire convaincu. que finalement, c'est intéressant ce que vous nous dites, parce que justement, c'est un fléau, et on croit, et d'ailleurs, on peut penser à juste titre que c'est uniquement des problématiques techniques, mais on ne maîtrise pas non plus, c'est ce que nous dit le professeur également, professeur Deblé, que ces conséquences techniques, sanitaires, peuvent être délétères si on ne soigne pas la fuite correctement. Totalement, parce que tout ça, ça peut engendrer également, c'est la question que je pose aux professionnels, est-ce que ça peut engendrer également des problématiques de moisissure, le fait qu'on n'utilise pas et qu'on ne détecte pas suffisamment à temps les fuites d'eau? Oui, bien sûr. Ça peut stagner, il y a des choses comme ça. Bien sûr, si on laisse perdurer une fuite, même insidieuse, la tâche va se répandre, l'humidité va augmenter, les peintures, les plâtres vont se décoller, vont s'effriter. On est dans le logement insalubre. D'ailleurs, la notion de logement insalubre, les premières lois remontent à plus de 10 ans, plus de 20 ans. J'ai pas la date exacte, mais ce problème de salubrité et de santé publique dans les logements n'est pas nouveau. Et quand on parle de logement insalubre, on parle d'humidité. Souvent. On parle d'humidité. Alors après, heureusement que tous les dégâts des eaux n'ont pas un impact sur la santé humaine. C'est quand même assez rare. C'est souvent un problème de condensation, d'humidité ambiante, de ventilation. Quand on a un dégât des eaux classique, c'est surtout des dégâts matériels. Et on peut vivre avec sans avoir de problème de santé, heureusement. Par contre, il peut y avoir un effondrement de plancher. J'en ai eu un, vous le savez. Un effondrement, oui. Alors, dû à l'humidité. Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Parce que on en a parlé dans la presse. Oui, c'était rue Amelot. Il y a eu un effondrement de plancher. Alors, l'expertise judiciaire est toujours en cours, donc je ne pourrais pas trop m'étaler. Mais bon, il y a un sujet d'humidité, d'infiltration à travers la façade qui a fragilisé les poutres. Il y a aussi un problème de surpoids, il y a aussi un problème de surcharge de la dalle, etc. C'est multifactoriel dans ce genre de sinistre. Mais quand même, c'était fragilisé quand même avec... Oui, il y a toujours une histoire d'infiltration d'eau, mais c'est des infiltrations qui ne sont pas forcément détectables, qui ne sont pas forcément visibles. On parle d'humidité latente qui est là par capillarité dans tous ces vieux immeubles qu'on ne peut pas forcément détecter et aller prévenir à l'avance, sinon il faudrait faire des sondages destructifs dans tous les immeubles de Paris et tous les planchers. Destructifs. Enfin, nous, en tout cas, on peut très bien intervenir pour inspecter tous les dégâts sur un balcon et mettre en place proposer les recommandations. En tout cas, nos rapports vont vraiment donner les conclusions et les recommandations des points d'infiltration. Ça peut être des défauts très visibles ou ponctuels, mais encore faut-il qu'au départ, on ait un signe extérieur d'un dégât des eaux. Là, c'était absolument pas le cas. Non, mais c'était pas détectable, effectivement. Vous avez raison. Vous avez raison, c'est pas détectable. D'ailleurs, on a beaucoup réfléchi sur les questions, mais on peut aussi réfléchir sur les questions de dégradation des remontées capillaires avec ce qui se passe à Honfleur, notamment. Alors moi, j'ai la chance d'avoir une petite maison à côté, donc je suis allé voir. Et, effectivement, là où vous seriez furieux, Gilles, c'est que quand vous allez sur l'immeuble, vous regardez un défaut majeur d'entretien.
Parce que, en fait, la montée des eaux du port, donc c'est tout bête, hein. En fait, comme c'était mal entretenu, et ben finalement, avec le temps, l'immeuble s'est dégradé, la pierre est devenue poreuse, les remontées capillaires, en fait, par l'absence de cuvelage sur les notamment les caves, en fait, a fait pénétrer l'humidité et a fragilisé l'ensemble du bâti. Et comme ce sont des murs mitoyens, ça a contaminé les autres murs. Vous savez que les murs se contaminent les uns les autres si on les entretient pas, et ça a été majeur. Vous vouliez intervenir rapidement, Oui, Steve Ordener? oui, je voulais compléter ce que disait Gilles Frémont. Je suis d'accord avec une bonne partie de ce qu'il dit et je suis pas en désaccord, mais en tout cas, je voudrais nuancer la seconde partie de ce que vous dites. Alors déjà, effectivement, vous faites très bien de fonctionner par photo, etc. Je trouve que c'est un bon système. C'est vrai qu'il y a ce risque d'usage et qui s'est manifesté, soit par surisolation, soit parce qu'on est trop nombreux, soit parce qu'on a un usage inapproprié du logement. Cela étant, la partie structurelle et accidentelle, elle peut provoquer au départ. On peut observer les mêmes phénomènes. J'ai observé récemment dans un bâtiment de 1934 des petites taches noires dans un angle. Donc, chez nous, on observe, on mesure et on traite. Donc, si je m'étais arrêté à l'observation, j'aurais dit c'est un problème de condensation. Sauf qu'en utilisant les bons appareils, on s'est rendu compte qu'il n'y avait absolument pas de pont thermique à cet endroit-là et qu'une recherche de fuite a permis de montrer qu'il y avait, alors pas un dégât des eaux au sens où on l'entend avec, vous voyez, une marée d'eau qui arrive, mais insidieusement, un petit ruissellement qui venait sur le mur. Et si je vous montre les photos, franchement, 9 photos sur 10, on aurait dit oui, c'est de la moisissure de condensation parce que c'était situé en haut, dans l'angle, etc. Simplement, voilà. Donc chez nous, on va observer ce que vous faites aussi, et puis effectuer un pré-diagnostic ou une préqualification. Ensuite, on va mesurer. Voilà, on arrive avec du matériel. La recherche de fuite, il faut savoir, c'est plus d'une trentaine de milliers d'euros de matériel qu'il y a dans la camionnette pour pouvoir effectuer les mesures nécessaires. Et pour mesurer un diagnostic humidité, on va faire ça chimiquement, on va faire ça avec des outils. Pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, et je tiens à le préciser, parce que le but, il n'est pas de chercher des coupables, il est de trouver des solutions. Et là où je vous rejoins, c'est qu'on ne peut pas, d'un coup d'un seul, alors qu'on a vécu comme ça, prédiagnostiquer tous les bâtiments. Cela étant, le professeur l'a rappelé tout à l'heure, si déjà on peut précibler les cas, j'allais dire, qui peuvent nous donner des alertes, parce que les chiffres, eux, ils sont têtus. La SMAT BTP que vous connaissez, je présume, je n'ai pas d'action chez eux. Simplement, ils ont quand même en 2009 pris 13 000 dossiers. 13 000 dossiers. Sur 13 000 dossiers, lorsqu'ils ont identifié des problèmes de structure, dans 73% des cas, il y avait une corrélation avec de l'humidité. Lorsqu'il y avait des problématiques de fondation, dans 75% des cas, il y avait une problématique d'humidité. Donc oui, il y a l'usage, il y a la condensation, surtout dans les appartements, on le voit. Mais il faut... en tout cas, moi, le message que je voudrais juste qu'on garde en tête, c'est s'il y a un doute, au pire, une fois que vous avez fait votre pré-qualif, n'hésitez pas à nous solliciter. On vient faire un diag, d'accord ? On vient lever le doute, entre guillemets, et on peut aussi accompagner, effectivement, comme vous le faites. C'est une super initiative d'informer les gens, parce que s'ils ne savent pas, ils ne peuvent rien faire, quoi. Alors justement, les syndics sont aux premières loges, bien évidemment. Ce sont ceux qui sont dans l'usage, puisque vous êtes le garant des parties communes et du bon entretien du métabolisme lent qu'est l'immeuble. D'ailleurs, métabolisme, je pense que le professeur Deblé sera d'accord avec moi, c'est un métabolisme extrêmement lent et on en prend conscience puisque moi je fais partie d'une génération où les actifs immobiliers étaient une ligne d'actifs financiers. Et en fait, on se rend compte, non, c'est un élément sur lequel il y a des vrais gens. C'est vrai que ça a l'air comme ça un peu naïf de le dire, qui vivent à l'intérieur. Professeur Deblé, vous êtes toujours avec nous. Est-ce que il y a quelque chose qui est lié au comportement, c'est-à-dire à l'usage? Est-ce que vous plaideriez, vous, comme praticien, en disant il faut aussi informer les gens sur l'usage de leur habitat? Est-ce que vous seriez d'accord? Et d'ailleurs, quand on prend les CMEI, on a l'impression également que dans leur prescription, dans leurs visites successives, ils forment également leurs patients, leurs clients, à mieux utiliser en termes d'usage thérapeutique, je vais peut-être un peu loin, je caricature peut-être un peu, mais vous me rectifierez, pour pouvoir bien habiter chez soi. Oui, tout à fait, bien sûr. Le rôle des conseillers en environnement, c'est une fois que le diagnostic est fait, ils ou elles vont donner des conseils d'éviction, enfin des
des conseils pour améliorer l'état de l'habitat. Et puis, et surtout, effectivement, et ça c'est ce qu'on a observé depuis des années, c'est d'essayer d'améliorer le comportement des personnes dans les maisons. Par exemple, la ventilation, on se plaint de la ventilation, mais beaucoup de ventilations sont modifiées par les habitants. L'utilisation d'un certain nombre de produits chimiques est également les conséquences du comportement des personnes à l'intérieur des logements. Donc oui, bien sûr, et ça fait des années qu'on a développé des programmes de conseils de prévention pour les habitants, de prévention, oui. Bien sûr. Alors justement, Joséphine, on nous pose la question. Alors c'est incroyable parce qu'effectivement, forcément, ça parle à tout le monde. Donc c'est sûr. D'ailleurs, il faut venir plus souvent nous parler de ça. Un cas concret. Vous avez en tête un cas, vraiment le cas témoin de votre intervention. J'en ai beaucoup, mais il y en a un qui me vient en tête. C'est dans une copropriété où il y avait 3 bâtiments séparés les uns des autres à Montreuil. Et on est contacté par le gestionnaire de syndic qui nous dit que entre 2 appartements, il y a une grosse tâche et ça fait des années, ça faisait 8 ans qu'ils essayaient de trouver la cause. Donc il y avait déjà eu des réparations sur la terrasse qui avaient été faites. Les plombiers étaient venus, pas de fuite d'alimentation, rien. Enfin, ça durait et ils nous disent on comprend pas, on a besoin de vous. Donc on arrive et on regarde tout de suite, on descend à la chaufferie, on leur dit mais il n'y a pas un problème sur le chauffage. Bon, en fait, ça faisait des années que l'entreprise qui faisait l'entretien du chauffage remettait de la pression constamment. En fait, ça continuait du coup tous les ans, enfin à chaque hiver, ça refuyait dans le mur au même endroit. Oui. Et du coup, en fait, quand l'entreprise de chauffage d'entretien venait, elle noyait le poisson, elle disait non, il n'y a pas de souci sur le chauffage. Et du coup, les clients, enfin les personnes qui vivaient dans le logement ne comprenaient vraiment pas, avaient fait toutes les réparations nécessaires. On est rappelé, donc on envoie le gaz traceur. Ça sort à tout au-dessus de chaque dégât, donc vraiment on confirme par A plus B. Et 2 semaines après, le même gestionnaire nous rappelle et nous dit « Est-ce que vous pouvez revenir dans la copro ? Dans un des autres immeubles, il y a aussi 2 appartements. Voilà. » Même problème. Même problème. Et en fait, depuis la construction, c'était en 2014, de la copro, il y avait un gros problème sur le réseau de chauffage collectif qui fuyait du coup dans beaucoup d'appartements de la copro. Est-ce que l'installateur, justement, ou celui qui faisait la maintenance, connaissait le problème ? Je veux pas. Non, mais il faut aussi. Honnêtement, je pense qu'ils masquaient. Enfin, en fait, ils voulaient continuer à avoir ce contrat d'entretien. Mais voilà. C'est pas eux qui allaient être embauchés pour réparer, donc ils remettaient toujours la pression. Et pendant 8 ans, bon, ils sont en procès, donc. Bien sûr. Comment ça se passe quand j'utilise Aquadetect ? Justement, on nous pose la question. Alors, on fait comment pour vous contacter ? Vous m'appelez. Alors, gros, il y a un site internet ? Il y a un site internet, on est aussi sur les réseaux, mais vous allez sur notre site ou sur Google Maps. D'accord. On est 40 rue de Trévise, dans le 9e. Donc vous m'appelez, c'est moi qui vais répondre. Pour l'instant, on est encore en train de grossir, donc on fournit On va mettre vos coordonnées sur le podcast de l'émission, bien évidemment. Et les amis, rassurez-vous, vous allez avoir aussi toutes les informations sur le site internet. Et donc pendant notre combien échange... ça coûte ? Pendant notre échange, je vais déjà essayer de comprendre où est le problème et voir si ça pourrait être un forfait classique et que ça pourrait tenir sur 2 heures. En moyenne, ça coûte combien ? On est aux environs de 500 €, entre 400 et 500 €. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen d'une prise en charge par l'assurance, Joséphine ? Tout à fait. Nous, on a beaucoup de clients, donc c'est les syndics. Il y a la convention IRSI qui prend en charge la recherche de fuite pour tous les donc les ça, logements. vous l'expliquez aux clients. Voilà, je suis pas très riche, en ce moment c'est dur. Allô, Madame Duvignac, je suis vraiment ennuyé. Première question, c'est cher. Non, mais il y a beaucoup de gens. Première question, est-ce que vous avez contacté votre assurance ? Est-ce que vous avez déclaré le sinistre ? Vous pouvez les aider. Oui, c'est pris en charge. Et mon assurance me dit de prendre l'entreprise que je veux. D'accord. Donc là, je lui dis OK, on continue ensemble. Et puis le client paiera, mais sera remboursé par son assurance. Ou alors, c'est pas pris en charge et là, du coup, ce sera de sa poche parce que quand c'est de l'infiltration extérieure, c'est souvent pas pris en charge. Parce qu'il faut le dire que les assurances ne prennent pas tout en charge. Pas tout en charge, non. Absolument. Tout ce qui va être encastré et qu'il n'y a pas encore de dégâts, c'est pas pris en charge. Donc ça, c'est assez embêtant quand on sait qu'il y a une surconsommation, mais qu'on n'a pas encore de dégâts visibles. Bien sûr. Donc voilà, après, ça peut être objectifié par le rapport. C'était une infiltration extérieure.
intérieur. Et donc, forcément, mon assureur m'a dit, désolé, on prend pas en charge. J'avais eu un autre dégât des eaux qui était intérieur, et là, il l'avait pris en charge. Je vous voyais justement, est-ce que vous pouvez, le thérapeute de la santé patrimoniale des copropriétaires, nous dire un peu comment ça se passe, et puis les relations que vous entretenez, puisque je suppose que vous utilisez les services d'Aquadetect, bien sûr, pour vos immeubles. On est dans le même arrondissement, d'ailleurs, dans le 9e. Il y a plusieurs phases pour nous. Quand on a une fuite, on a la phase recherche de fuite, détection. Après, il y a la phase travaux, la phase assurantielle. Au milieu de tout ça, les crises de nerfs, savoir qui paye ou qui paye pas. Est-ce qu'on fait du destructif ou du non destructif? Et donc l'assurance. Et c'est là que je voulais rebondir. Oui, il y a une garantie recherche de fuite dans tous les contrats multirisques immeubles. Sauf que je n'ai jamais vu une garantie aussi floue. À chaque fois, très souvent, quand j'appelle l'assureur ou le courtier pour lui demander est-ce que vous prenez en charge cette garantie recherche de fuite, il y a toujours un oui mais, ou faut voir, ou ça dépend si. Voilà. Je n'ai jamais vu une garantie aussi vague dans les contrats d'assurance. C'est très conditionnel. Ou alors ils vous disent oui, mais si on trouve la fuite derrière, il n'y aura pas prise en charge, donc faut voir, on vous donne un oui peut-être. Mais les clients, ils doivent... Non, mais nous, on est syndic, on pète un plomb. Moi, je leur dis, c'est oui ou c'est non. Vous prenez en charge, oui ou non. Moi, j'ai besoin de savoir, parce que derrière, ça coûte 500 €, mais des fois, ça coûte plus cher. Ça coûte 1 000 €, 1 500 €. C'est des tests fumigènes avec les étancheurs. Un étancheur qui vous fait un test fumigène, c'est 1 000 balles. 1 500 balles. C'est quoi un test fumigène? Ils font des trous sur le complexe étanche, ils balancent la fumée, puis ils voient par les résurgences. Voilà, mais je pourrais faire avec de stickers. Est-ce qu'on recrute chez... on recrute chez... Alors, je vous le dis, on recrute chez Murprotec et chez Aquadetect. Et vous parliez de 8 ans. Moi, j'ai eu 15 ans, une recherche de fuite. Et c'est marrant, et c'est marrant parce que c'est souvent dans les immeubles neufs où on a les recherches de fuite les plus compliquées, les plus ensorcelées. Parce qu'un immeuble ancien, c'est assez honnête. Bien fait. On voit tout de suite où est la fuite. Un immeuble ancien, déjà, c'est beaucoup de choses qui sont encastrées et des dalles, des prédales. Donc, quand ça fuit là, ça peut ressortir là-bas. Ce qui arrive plus rarement dans les immeubles anciens. Bien sûr. Alors, on fait de plus en plus de recherches de fuite non destructives. Donc des boîtes comme la vôtre sont très utiles. Ça évite de casser, ça évite les crises de nerfs avec les copropriétaires sur « Ah ben non, moi je veux pas que vous fassiez un trou dans mon tablier de baignoire parce que qui va payer ?» Alors, et comme l'assurance n'est incapable de vous répondre, vous lui dites vous voyez, ce sera la copropriété. Bon, mais en fait, vous en êtes pas tout à fait sûr. Mais à un moment donné, il faut quand même avancer parce qu'il y a le voisin du dessous qui est en train de péter un plomb parce que ça fuit. Et au-dessus, le type qui ne veut pas payer parce qu'il y en aura pour 400 € de carrelage. Voyez ? Donc, moi, j'appelle les assureurs, mais on le fait souvent dans notre travail avec l'association, pour clarifier vraiment cette garantie recherche de fuite et que ce soit oui ou non. Et ça permettra vraiment de fluidifier les recherches de fuite parce que là, pour l'instant, c'est très flou et ça crée énormément de tensions au sein de la copropriété. Bien sûr. Alors, nous approchons, moi je resterai bien beaucoup plus longtemps, mais malheureusement nous avons un temps qui nous est compté. On approche bientôt de la fin de l'émission. Steve, je voulais vous poser une question justement sur ce qu'on appelle les cas pratiques. Est-ce que vous avez en tête, vous, une illustration d'intervention que vous avez menée ou que vous avez en tête, justement, qui démontre finalement qu'on peut véritablement avoir une action très curative et rapide sur un phénomène comme celui-ci? J'en aurais tant à vous, oui. à vous Mais dire. un qui vous vient en tête Je pense que deux cas, je peux vous en donner deux cas, un patrimonial et un où on a pris santé des occupants, une école que nous avons traitée en Vendée, voilà, c'est hyper intéressant. Voilà, donc où on a mêlé justement le préventif et le curatif, c'est-à-dire qu'on n'a pas attendu que ça continue de se dégrader, on a fait un traitement de barrière d'étanchéité pour gérer les remontées capillaires
entre autres. Et puis, dans une prise en charge d'une église en Savoie, une superbe bâtisse, donc la préservation du patrimoine, où là également, on a dû gérer deux choses, à la fois une problématique de remontée capillaire et également un problème, ce qu'on appelle, nous, d'humidité structurelle par la mise en place de déshumidificateurs permanents et pour exfiltrer l'eau et pour que cette bâtisse, je n'ai plus le... C'est du XVIe siècle en tête. Je l'ai parce que j'avais demandé, j'ai trouvé ça hyper original, j'avais demandé à la production de me donner les éléments. C'est l'église de Montrillon. Voilà, je cherchais le nom. Voilà. En Haute-Savoie. Absolument. Et en plus, donc l'origine qui remonte d'ailleurs aussi au XVIe siècle. Voilà. Alors ça m'intéresse beaucoup, parce que j'aime beaucoup ce type d'art qui a un retable qui date du XVIIIe siècle. Qui est magnifique, absolument. Okay. C'est-à-dire qu'il y a aussi une conservation. C'est intéressant ce qu'on se dit, justement, Gilles. Est-ce que les professionnels de l'immobilier, bon, je ne parle pas de vous, vous êtes hyper spécialisé, vous maîtrisez le sujet. Hein, je trouve que ça nous fait du bien d'ailleurs d'avoir des pros maîtriser à ce point-là le sujet. C'est pas le cas de tous, hein, quand même. Mais est-ce qu'ils sont prêts, les agents immobiliers, les professionnels de l'immobilier? Mais pas que les syndics, hein, agents, administrateurs de biens, toute la chaîne de valeur que vous connaissez bien. Alors, il y en a qui sont plus ou moins compétents et bons et aguerris, expérimentés. Au sein de la IGC, vous vous formez tous les gestionnaires. Alors, on a une obligation. Alors déjà, on apprend énormément sur le terrain. Hein. La plupart des syndics sont juristes. Enfin, moi, je suis juriste. On apprend sur le terrain parce que les dossiers sont là. Voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Le problème d'humidité, c'est notre pain quotidien. C'est 50% de notre travail. Donc, on finit, puis on côtoie les professionnels, on côtoie le couvreur, on côtoie l'architecte, on côtoie le plombier. Enfin, moi, mon plombier, son numéro de téléphone, il est en 2e position dans mes favoris, juste après ma femme. Hein ? C'est tous les jours que je l'appelle, du matin au soir. Je sais reconnaître un problème de conversation sur photo, même si on n'est jamais sûr à 100%, oui. On est bien d'accord. On s'entend bien. Donc déjà, on se forme un peu sur le tas. Après, il y a des formations continues auxquelles on est soumise. Hein, les fameux 42 heures de formation continue, la loi Allure. Et dans les catalogues de formation des organismes, il y a toujours une formation proposée sur les pathologies du bâtiment. Pathologie sur l'ancien, pathologie sur le neuf. Et les pathologies, on en revient, c'est 80%, c'est les problèmes d'humidité. Après, c'est des fissures, des choses comme ça. Puis souvent des fissures liées à des problèmes d'humidité. Donc, on en revient toujours à l'humidité. Donc, il faut suivre ces formations. Il faut aussi surtout savoir bien s'entourer. Je le disais, le syndic, c'est le généraliste. Il n'est pas spécialiste dans tout. C'est pas un homme du bâtiment. C'est pas un homme de l'art. C'est pas un expert. Il doit avoir des réflexes. Et savoir ensuite passer commande, missionner le bon professionnel. Je ne vais pas envoyer un plombier pour un problème de couverture, voilà, et vice-versa. Donc c'est là qu'on doit avoir un peu de jugeote, un peu d'expérience. Et ensuite avoir les bonnes entreprises. Hein, désigner la bonne entreprise et avoir la bonne entreprise. Mais je pense que alors ce que vous dites est parfaitement vrai, parce que c'est un des éléments qui remonte le plus. C'est pas tant l'action en elle-même que de trouver les bons acteurs en question, parce que oui, il y a beaucoup de players, mais parfois trouver des bons, c'est quand même pas simple. Justement, je voudrais qu'on fasse un dernier tour de table, justement, et on me prévient d'ailleurs que le professeur Deblé a dû reprendre son véhicule. Il n'est plus, vous me confirmez qu'il n'est plus connecté. Voilà, on tient à le remercier. Je rappelle, professeur Deblé, pneumologue, allergologue au CHU Strasbourg. Un immense merci à lui d'avoir participé à cette émission. C'est important de l'avoir même à distance. Petit dernier tour de table, justement. Très concrètement, votre sentiment par rapport à nos échanges, la qualité de nos échanges, et merci pour cela. Et également, un mot positif de conclusion en disant, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les choses aillent mieux. On va commencer par vous, Steve. Écoutez, Sylvain, comme je le dis lorsque je viens sur votre émission, faire déjà ce qu'on est en train de faire pour faire, comme le disait Gilles, que les professions se brassent et qu'on aborde le problème de l'humidité transversalement et pas chacun dans son silo. Voilà. Ensuite, faire de la prévention.
faire de la prévention du risque humidité au travers de différents sujets, comme je le disais tout à l'heure, de la formation, de l'information, accompagner les professionnels volontaires qui s'impliquent pleinement à bien faire leur métier, encore davantage. Et puis, sur le traitement curatif, je rebondis sur ce que disait Gilles également, choisir les bonnes entreprises. J'ai la prétention de croire que chez nous, nous sommes une bonne entreprise, existons depuis 1954, et lorsqu'on intervient de manière curative, c'est de manière définitive. Je vous parlais tout à l'heure de cette école. Eh bien, on leur a donné une garantie de 30 ans. Pendant 30 ans, ils sont tranquilles. Ils n'auront plus de remontée capillaire. Et s'ils en ont, ils font appel à nous et on revient. D'accord ? Si on doit faire une protection du mur pendant 10 ans, c'est pareil, ils seront tranquilles. Bien sûr. Voilà. C'est donc, le c'est arrêter de mettre des pansements sur des jambes de bois. C'est effectivement... et encore une fois, je rebondis sur ce que disait Gilles. Je suis d'accord pour le coup complètement avec lui. Ça fait partie d'une des offres qu'on est en train de mettre en place à Murprotec Solutions Pro pour accompagner de manière 360 degrés les problématiques, aussi des syndics, des administrateurs de biens, etc. Et notamment, quand Joséphine disait tout à l'heure qu'il y a une recherche de fuite, chez nous, par exemple, on sera en capacité de prendre en charge financièrement les choses, quand bien même une assurance n'interviendrait pas, ou de trouver une solution. Justement, et d'ailleurs, on fera, si vous voulez bien tout à l'heure, la conclusion, justement, tous les deux, pour toujours finir sur une bonne note. D'ailleurs, un clin d'œil à notre directeur général préféré, Gary Ordener, avec lequel on fait les introductions et les conclusions. Il sera avec nous, bien évidemment, pour la prochaine émission. Joséphine Duvignac, si on devait faire passer le message pour conclure nos propos, qu'est-ce que vous diriez ? Bon, déjà, je vous remercie pour la qualité de nos échanges. C'était super intéressant vraiment de rencontrer des professionnels qui s'y connaissent sur les problématiques d'humidité. Le professeur qui nous a bien expliqué l'intérêt des CMEI. On le voit tous les jours. Nous, on est envoyés par des gestionnaires qui ont des rapports de CMEI et qui ont besoin d'objectifier la problématique de l'humidité, trouver la cause. Et je pense que ce qui est le plus important, en tout cas dans la recherche de fuite, c'est vraiment de comprendre qu'on est impartiaux et qu'on n'a pas d'intérêt à dire que la fuite, elle vient de là pour proposer une solution. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Oui. Non, mais c'est important, vous savez, c'est comme le coup du serrurier, bon, ça fait rire souvent Gilles, ou le coup du plombier, qui finalement est là pour facturer. Il y a d'ailleurs une très jolie pièce de théâtre qui s'appelle Les copropriétaires, dans lequel on a une espèce de plombier un peu vasouillard, qui abîme lui-même les cahiers pour pouvoir être... Non, après, c'est important. Bons donc, impartial. Non, mais c'est important parce que c'est bien de le rappeler, de dire que vous avez des valeurs et qu'il y a une véritable... vraiment prouver... Bien sûr. de prouver vous êtes là avant tout pour réparer quelque chose qui s'est produit. Pour trouver. Pour trouver ce qui s'est produit. Quand on s'appelle Aquadetec, c'est-à-dire que c'est simple, il y a un problème de fuite et votre métier, c'est de les trouver, justement. Voilà, de aussi réduire les coûts de réparation, accélérer la prise en charge. Alors moi, je le dis encore une fois, c'est vérifiable en toute objectivité. Vous m'avez donné un coup de main justement sur mon dossier chez moi dans ma maison. Et je peux vous dire que j'ai testé et ça fonctionne. Et donc voilà, un immense merci parce que je peux vous dire que les dommages auraient été beaucoup plus loin. Pour quelques centaines d'euros, j'aurais pu avoir plus de 10 000 euros de travaux quand même. Donc c'était pas neutre. Vous, Gilles Frémont, alors à NGC, où vous avez un regard national, bien évidemment, qu'est-ce que vous diriez justement sur ces éléments-là ? Je pense que vous n'avez pas appris forcément sur le fond. Peut-être les chiffres vous ont peut-être effectivement paru éloquents, mais quel est votre avis sur la question ? Qu'est-ce que vous feriez ? Qu'est-ce que vous allez faire pour que les choses s'améliorent de ce point de vue-là ? Si on veut prendre un peu de hauteur, en conclusion, on en revient à l'entretien du bâtiment. Et on parle de travaux, on parle d'entretien régulier. Et les copropriétaires, accompagnés de leur syndic, parce que le syndic est le représentant du syndicat des copropriétaires, mais il est là aussi pour les conseiller, les aiguiller, leur proposer des travaux à l'ordre du jour chaque année, même si c'est eux qui votent. C'est eux qui votent, mais j'encourage vraiment les copropriétaires et les politiques publiques à entretenir régulièrement le bâtiment. Parce que entretenir, ça veut dire qu'on refait sa toiture, ça veut dire qu'on fait son ravalement de façade, ça veut dire qu'on remplace les colonnes montantes de l'immeuble, ça veut dire qu'on remplace les collecteurs cassés dans les caves et qu'on évite les fuites dans les fondations et donc les remontées capillaires. Ça veut dire aussi travailler sur les ventilations, et quand on fait des travaux de rénovation énergétique, que ce soit une fenêtre en partie privative ou un ITE en façade extérieure, systématiquement penser à l'isolation thermique par l'extérieur. Voilà. Systématiquement penser à la ventilation. Je le disais, un bâtiment, c'est comme un corps humain, il faut qu'il respire.
faut qu'il respire. Et vouloir tout couvrir, tout cacher pour des raisons esthétiques. Les bas de mur, alors à l'époque, on mettait du lambris. On mettait du lambris en partie basse, c'était très joli, mais ça cachait l'humidité. Bien sûr. Elle était là. Aujourd'hui, on appelle ça des cache-misères. Voilà, c'était des cache-misères. Aujourd'hui, on fait des vides sanitaires, etc., etc. Mais c'est vrai que les techniques de construction à l'époque étaient différentes. On construisait sur des petits monticules. Voilà, l'humidité a toujours existé depuis que la maison existe. Oui, absolument. Depuis que la maison existe. Depuis les Sumériens qui ont bâti les premières villes. Donc l'homme s'est toujours adapté dans sa construction. Et aujourd'hui, peut-être qu'il a oublié certaines règles de l'art. Qui existaient d'ailleurs, vous avez raison de le parce dire. qu'on pourrait parler aussi des problèmes de ruissellement sur les façades, les immeubles neufs qui sont tachés au bout de 6 mois, etc. etc. Ouais. Donc, on pourra refaire d'autres émissions, il n'y a pas de problème, Sylvain. Mais mon propos, c'était de dire, et les politiques publiques doivent aussi insister là-dessus, sur l'entretien régulier du bâtiment, parce qu'à partir du moment où on fait ces gros travaux et ces menus, même ces moyens travaux, alors je ne parle pas des travaux privatifs, là, je parle pour ma paroisse des travaux sur partie commune, on a réglé déjà 80 ou 90% des problèmes. Bien sûr. Merci beaucoup, justement. Eh bien, écoutez, il est l'heure de passer à cette phase de conclusion de l'émission. On aime bien, un peu comme au théâtre, soigner son entrée et sa sortie. Ce sera avec Steve dans un instant. Je voudrais simplement faire quelques remerciements à vous, Gilles Frémont. Je rappelle que vous êtes directeur de copropriété chez le cabinet Coraz. Vous y êtes d'ailleurs depuis maintenant... 22 ans. 22 ans, exactement. Fondateur et président de l'ANGC, l'Association nationale des gestionnaires de copropriété qu'on a vu, qui se développe. Un immense merci d'être venu sur le plateau. Un merci également à Joséphine Duvignac, directrice commerciale chez Aquadetect, filiale de Murprotec, sur l'humidité accidentelle. Le réflexe, voilà, c'est Allô Joséphine, d'accord, vous avez une émission de télé qui s'appelle Joséphine Ange Gardien. Maintenant, on a Joséphine, garant de la détection des fuites. On pourrait faire un truc comme ça, marketing. On peut faire un jingle. Voilà, il faudrait que je suggère à notre maître à tous, Pascal Brunon, peut-être de réfléchir sur un marketing autour de cela. Merci, Joséphine, d'être venue sur le plateau. On va se retrouver avec vous, Steve Ordener, pour la dernière partie de notre émission. Une conclusion. À tout de suite. Vous êtes toujours sur Maison Scène, c'est la conclusion. Pour notre numéro de mai, justement, le risque humidité à 360 degrés. Et on va se retrouver bientôt, les amis, d'ailleurs, à Toulouse. Je vous en parlerai dans quelques instants. Il est l'heure de conclure avec notre hôte du jour, directeur de la division pro chez Murprotec France et Suisse pour Murprotec Solutions, Steve Ordener. Avez-vous, dans cette conclusion, finalement, je voudrais que vous nous rappeliez des choses essentielles sur est-ce que l'humidité est en train de devenir un véritable enjeu de santé publique et qu'est-ce qu'il faut faire pour appuyer encore plus cet enjeu. Les acteurs de l'immobilier sont-ils aujourd'hui préparés à ce risque, il faut le dire aussi également. Bon, on a eu la chance avec Gilles Frémont d'aborder très techniquement cet aspect. Et si vous aviez un message simple à adresser aux propriétaires et aux professionnels, ce serait quoi ? Écoutez, je vais essayer de répondre de manière très synthétique. Est-ce que c'est une problématique socio-économique ? Oui, clairement, pour les raisons qu'on a évoquées tout au long de cette émission, à la fois pour la préservation du patrimoine et pour la santé de ses occupants. Est-ce que, à mon sens, les professionnels de l'immobilier aujourd'hui sont suffisamment formés et informés ? J'aurais tendance à dire, de ce que j'observe, on peut faire mieux. Voilà, et je commence par, je me permets d'intégrer dans la profession les architectes, puisqu'on est obligé de les solliciter, et eux-mêmes, lorsqu'on parle avec eux, nous disent que l'humidité est un petit morceau de leur formation. Donc j'aurais tendance à dire qu'on peut faire mieux. On a eu quelqu'un sur le plateau tout à l'heure qui, lui, maîtrisait parfaitement techniquement son sujet. J'en rencontre parfois d'autres qui le maîtrisent un petit peu moins. Voilà. Et puis... un conseil simple à adresser aux propriétaires, écoutez, si vous avez un doute, levez le doute. Voilà, contactez-nous, faites faire un pré-diagnostic, un diagnostic, on intervient, une recherche de fuite, ne restez pas sans savoir et n'attendez pas
que la pathologie s'aggrave. Voilà. Un immense merci aux équipes techniques. Merci à notre super producteur qui a conçu cette émission, Eric Cala, Grégoire Darico, les équipes de Murprotec et qui nous ont aidé à bâtir avec le collectif Maison Scène, Pascal Brunon, notre maître à tous, Édouard David, l'excellent Édouard David qu'on écoute d'ailleurs tous les samedis dans sa chronique avec Parlons Immo sur Sud Radio, bien évidemment. Pour ma part, je suis ravi de vous accompagner dans cette émission et on va se retrouver justement sur notre prochaine session où nous serons à Toulouse directement pour un événement sur justement le métier de CMEI avec les CMEI qui sont réunis pour parler des risques pathologiques justement liés au bâtiment et des solutions pour y remédier. On va appeler ça le Baticament. C'est pas mal. Ça. Alors, je vous le dis, c'est pas de moi. Hein, voilà. On a un expert du marketing, on a un astre du marketing qui a trouvé et qui a vraiment le sens de la formule. Le Baticament, d'ailleurs, c'est une véritable marque en soi. On va parler du médicament de 3 points de vue, finalement. On va d'abord faire une expertise qui va nous permettre de voir les risques sanitaires de manière très précise avec les fameux CMI qui sont conseillers en environnement, mais également les praticiens. Ensuite, la partie technique et après, comment en fait monter effectivement le dossier et pouvoir le financer dans les meilleures conditions pour préserver également la valeur de son actif, mais aussi sa santé. Encore merci à Joséphine Duvignac, Gilles Frémont, le professeur Frédéric Deblé. Merci à Steve Ordener pour votre passage sur le plateau. On se retrouve en direct à Toulouse à la fin du mois de mai. On va vous donner toutes les informations. Et n'oubliez pas, vivez sainement dans une maison saine. Et pour cela, si vous avez besoin d'informations, vous tapez sur le site internet Maison Saine, www.maison-saine.fr, tout simplement, avec le replay de l'émission également disponible sur l'application de Radio Immo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre maison, on se retrouve bientôt. Maison Scène, une émission proposée par Murprotec, à réécouter et télécharger sur le site et appli de Radio.Immo et sur toutes les plateformes de streaming.